Imaginez, seulement 10 $ pour un panier qui peut facilement nourrir votre famille pendant 6 mois. Alors que le monde entier cultive des potagers, une méthode simple produit 5 fois plus de pommes de terre sur la même superficie. Des chercheurs du Centre international de la pomme de terre au Pérou ont confirmé que la culture verticale augmente le rendement de 40%. Les anciens Incas connaissaient ce secret il y a 8000 ans, mais l'agriculture moderne l'a oublié. 20 kilos de pommes de terre dans un panier en plastique semblent impossibles tant que l'on ne comprend pas la biologie des stolons. Un agronome de l'Idaho a accidentellement redécouvert cette technique en expérimentant avec des conteneurs sur son balcon. La récolte était si inattendue qu'il répéta l'expérience 7 fois de suite. À chaque fois, les résultats ont surpassé les performances des plates-bandes traditionnelles en utilisant 10 fois moins d'espace et d'efforts. Après 90 jours, un panier produit 15 000 calories de plats préparés. Vous allez maintenant apprendre chaque étape de cette méthode sans en sauter une seule. Si vous êtes ici, cela signifie soit que vous n'avez pas de jardin, soit que vous en avez assez de creuser, soit que vous comprenez la valeur des pommes de terre comme base de la sécurité alimentaire. Peut-être les 3 facteurs à la fois. Selon la FAO, plus de 50% de la population mondiale vit dans des villes où l'espace pour cultiver des aliments est limité. La culture traditionnelle de pommes de terre nécessite de vastes superficies, un travail acharné et produit des résultats imprévisibles. Vous passez vos week-ends à creuser, à buter et à désherber, et à l'automne, vous déterrez une maigre vingtaine de tubercules par mètre carré. Cependant, les pommes de terre produisent plus de calories par hectare que le blé ou le riz lorsqu'elles sont cultivées de manière intensive. La méthode du panier à linge résout chacun de ces problèmes à la fois. Pas de plate-bande, pas de creusement, pas de mauvaises herbes. Vous obtenez un système de culture portable qui s'adapte à votre balcon et produit des pommes de terre de qualité restaurant en 3 mois. Le principal avantage est le contrôle de tous les aspects de la croissance de la plante. Température du sol, drainage, nutrition, éclairage, tout cela peut être réglé avec précision. En pleine terre, vous dépendez des conditions météorologiques et du sol du site. La méthode du panier est basée sur un fait biologique. Les pommes de terre ne poussent pas sur des racines, mais sur des tiges souterraines. Chaque fois que vous recouvrez la tige de terre, la plante produira de nouveaux tubercules le long de cette zone enterrée. La plantation traditionnelle en rangée n'enterre la tige qu'une seule fois. Le panier permet d'enterrer la tige 3, 4, voire 5 fois au fur et à mesure de la croissance de la plante. Vous multipliez littéralement la zone de tubérisation dans le même espace. Imaginez un bâtiment à plusieurs étages au lieu d'un bâtiment à un seul étage sur la même superficie de terrain. Le panier lui-même crée des conditions inaccessibles avec la plantation en terre. Les trous dans les murs permettent d'élaguer les racines à l'air, empêchant ainsi l'enroulement des racines et créant un système racinaire plus efficace. Le drainage est idéal, ce qui élimine la pourriture due à l'engorgement. La surface en plastique foncé réchauffe le sol plus rapidement au printemps, ce qui vous permet de commencer à planter 2 semaines plus tôt que d'habitude. La position surélevée facilite la surveillance, l'arrosage et l'entretien. Lorsqu'il est temps de récolter, il vous suffit de renverser le panier et de récolter sans un seul tubercule endommagé. Le contrôle de la température devient votre avantage. Les pommes de terre forment mieux leurs tubercules lorsque la température du sol est comprise entre 15 et 21 degrés Celsius. Dans un panier, vous pouvez déplacer la plante pour obtenir une lumière ou une ombre optimale par temps chaud. Les pommes de terre appartiennent à la famille des Solanacées sous le nom latin Solanum tuberosum, domestiquées il y a environ 8000 ans dans les montagnes du Pérou moderne. Les Incas ont compris un secret que l'agronomie moderne ne redécouvrira qu'au XXe siècle. Les tubercules se forment sur des pousses souterraines spéciales appelées stolons. Les stolons diffèrent des racines en ce sens qu'ils portent le programme génétique nécessaire à la formation de nouvelles plantes. Lorsque le stolon est conservé dans l'obscurité et en contact avec le sol, sa pointe commence à s'épaissir et à accumuler de l'amidon, se transformant en tubercules. Un stolon peut produire 1 à 5 tubercules selon les conditions.
Le facteur critique est la longueur des stolons situés sous terre. L'American Journal of Potato Research a publié des données montrant une corrélation directe entre l'élongation des stolons et la densité des tubercules. Plus la longueur souterraine de la tige est grande, plus il y a de points de tubérisation. La lumière est le principal ennemi de ce processus. Lorsque les stolons sont exposés à la lumière, ils cessent de former des tubercules et commencent à se développer comme des pousses vertes normales. C'est pourquoi le butage est si important. Il maintient les stolons dans l'obscurité. L'usine n'investit l'énergie photosynthétique dans les réserves souterraines que lorsqu'elle est sûre que ces réserves se trouvent dans un environnement sombre et sûr. La méthode du panier utilise cette caractéristique biologique aussi efficacement que possible. Les techniques européennes de plantation en rang se sont développées au XVIIIe siècle pour mécaniser l'agriculture plutôt que pour maximiser le rendement par unité de surface. Les agriculteurs ont sacrifié leur productivité au profit de la commodité des tracteurs et des charrues. Un massif traditionnel vous donnera 12 à 18 cm de tige enterrée après 1 ou 2 butages. Un panier de 50 à 60 cm de haut permet de créer 60 à 75 cm de tige enterrée grâce à des butages répétés. Cela signifie 3 à 4 fois plus de zones de tubérisation sur une même plante. Le calcul est simple. Plus de stolons équivaut à plus de pommes de terre. La culture traditionnelle dépend de la qualité du sol du site, sur laquelle vous n'avez aucun contrôle. Le sol argileux retient l'eau et provoque la pourriture. Un sol sableux sèche trop vite. Dans le panier, vous utilisez le mélange de terre parfait dès le premier jour. La récolte montre une différence frappante dans les méthodes. Vous creusez le sol avec une pelle, endommageant inévitablement certains tubercules et en perdant des petits. Des recherches de l'Université de l'Idaho montrent que lors de la récolte manuelle, jusqu'à 20% de la récolte est perdue en raison des dommages causés aux outils. Le panier transforme le ménage en vacances de découverte. Les tubercules sont répartis en couches sur toute la hauteur de la colonne de sol, comme un trésor dans le coffre d'un pirate. Il vous suffit de vider le contenu et de récupérer des pommes de terre propres et intactes. Les trous sur les côtés du panier créent le phénomène de taille aérienne des racines, découvert par des chercheurs de l'Université Cornell dans les années 90. Lorsqu'une racine atteint le trou et entre en contact avec l'air, la pointe de la racine meurt, ce qui amène la plante à développer un système racinaire plus étendu à l'intérieur du récipient. Un réseau dense de petites racines absorbe les nutriments plus efficacement que plusieurs longues racines. Le drainage par les trous inférieurs empêche l'eau stagnante, qui est la première cause de mort des pommes de terre dans les conteneurs. L'excès d'humidité crée des conditions anaérobies dans lesquelles se développent des bactéries putréfactives. Le panier élimine automatiquement l'excès d'eau, maintenant ainsi une humidité optimale du sol. Le matériau du panier joue un rôle dans les conditions de température. Le plastique foncé absorbe la chaleur solaire pendant la journée et réchauffe le sol plus rapidement que les terrains découverts. Au printemps, cela donne un avantage de 2 à 3 semaines pour démarrer la saison de croissance. En été, la même surface sombre peut créer une surchauffe, de sorte que le panier peut être facilement déplacé à l'ombre partielle ou enveloppé dans un matériau léger. La portabilité du panier ouvre des possibilités non disponibles dans les plates-bandes permanentes. Menace de gel? Déplacez la plante dans un abri. Trop chaud? Passez à l'ombre. Vous déménagez? Vous emportez la récolte avec vous. La forme ronde du panier utilise l'espace plus efficacement que les conteneurs rectangulaires. Les racines poussent uniformément dans toutes les directions à partir du centre, sans coin mort caractéristique des conteneurs carrés. Les recherches de l'USDA ont établi un fait critique. La formation des tubercules de pommes de terre s'arrête lorsque la température du sol dépasse 25 degrés Celsius. Dans les plates-bandes traditionnelles, vous n'avez aucun contrôle sur ce paramètre et perdez souvent des semaines de croissance productive sous la chaleur estivale. Le panier transforme la température d'un facteur incontrôlable en un outil contrôlable. La surface sombre du panier agit comme un capteur solaire au printemps, réchauffant le sol de 3 à 5 degrés au-dessus du sol environnant.
Cela permet de planter les pommes de terre 2 semaines plus tôt que la période traditionnelle, ce qui donne à la plante plus de temps pour se développer. Un semis précoce est particulièrement important dans les régions du Nord aux étés courts. En été, les bénéfices s'inversent. Lorsque les lits de terre surchauffent et cessent de tubercules, vous pouvez déplacer le panier à l'ombre partielle ou l'isoler avec un matériau réfléchissant. Certains jardiniers utilisent du tissu blanc ou du papier d'aluminium pour envelopper les paniers lors des journées chaudes. L'humidité à l'intérieur du panier reste plus stable grâce à la protection du sol contre l'évaporation directe. Le paillage de la couche supérieure avec de la paille ou de l'herbe coupée crée une isolation supplémentaire et retient l'humidité. L'effet est similaire à celui du couvert forestier naturel sous lequel le sol reste frais et humide. En automne, le panier permet de prolonger la saison de croissance, protégeant les plantes des gelées précoces. Le simple fait de se couvrir ou de se déplacer vers un endroit protégé peut fournir 2 à 3 semaines supplémentaires de croissance. Un panier bien géré produit entre 8 et 15 kilos de pommes de terre par saison, ce qui équivaut à 12 à 15 000 calories de plats préparés. À titre de comparaison, cette quantité de calories fournit de la nourriture à un adulte pendant 1 semaine ou à une famille de 4 personnes pendant 2 jours. C'est une véritable sécurité alimentaire sur une superficie de moins d'1 mètre carré. L'Organisation internationale de l'alimentation confirme que les pommes de terre produisent plus de calories par unité de surface que le blé, le riz ou le maïs lorsqu'elles sont cultivées de manière intensive. 1 kilo de pommes de terre contient environ 800 calories, plus de la vitamine C, du potassium et des protéines complètes avec tous les acides aminés essentiels. Dans le contexte de la survie, ces chiffres deviennent critiques. Les perturbations actuelles de la chaîne d'approvisionnement et la hausse des prix des denrées alimentaires font de la production alimentaire domestique une nécessité plutôt qu'un passe-temps. Un panier de pommes de terre coûtant 30 $ de matériaux peut remplacer 150 à 200 $ de produits d'épicerie achetés au magasin. Comparé avec d'autres cultures en pot, les tomates produisent 3 à 5 kg par plante, mais cela représente 90% d'eau. Les pommes de terre sont un concentré d'énergie qui peut être stocké pendant des mois sans être transformé. Une récolte peut vous nourrir jusqu'à la saison suivante. L'évolutivité de la méthode est impressionnante. 10 paniers sur un balcon ou dans la cour peuvent produire 1,5 centième de pommes de terre, fournissant ainsi à une famille un produit de base pour l'année. Il s'agit d'un niveau d'autosuffisance inaccessible par les méthodes traditionnelles sans grande parcelle de terrain. Un panier à linge en plastique standard avec côté et fond perforés constitue la base du système. Évitez les paniers solides sans trou. Vous voulez un drainage et un échange d'air. La hauteur du panier doit être d'au moins 45 cm, idéalement de 50 à 60 cm. La plupart des paniers standards se situent dans cette fourchette et coûtent entre 8 et 15 $. La qualité du panier compte pour de nombreuses années d'utilisation. Les versions bon marché des magasins à 1 $ se fissureront après une saison sous le poids du sol humide. Choisissez des modèles solides en plastique épais pouvant supporter de 60 à 80 kg de substrat rempli. Le terreau nécessite 2,5 mètres à 3 mètres cubes de terreau de qualité par panier. N'utilisez jamais de terre de jardin ou de terre noire provenant de pleine terre. Elles sont trop lourdes et se tassent dans les conteneurs. Ce dont vous avez besoin est un terreau avec de la perlite ou de la vermiculite pour l'aération. Les plants de pommes de terre représentent un élément essentiel du succès. Les pommes de terre achetées en magasin sont traitées avec des inhibiteurs de croissance pour empêcher la germination et peuvent être porteuses de maladies cachées. Les semences certifiées coûtent entre 12 et 18 $ pour 2,5 kg et sont garanties sans agents pathogènes. Les engrais pour pommes de terre doivent être équilibrés en azote, phosphore et potassium. Les options biologiques comme 5-5-5 ou 10-10-10 fonctionnent très bien. Le compost, le lombricompost ou les granulés à libération lente pour la culture en pot conviennent également. La différence entre les pommes de terre de stockage et les pommes de terre de semences détermine le succès ou l'échec de l'ensemble du projet. Des études phytopathologiques
montrent que les semences certifiées réduisent l'incidence des maladies de 70% par rapport aux tubercules alimentaires. Il ne s'agit pas d'un stratagème marketing, mais d'une question de sécurité biologique de votre culture. Les pommes de terre d'entrepôt dans les magasins sont traitées avec du chlorpropham ou d'autres inhibiteurs de germination qui bloquent la division cellulaire dans les yeux. Même si ces tubercules germent, les plantes se développent mal, fleurissent tard et produisent une maigre récolte. Les résidus chimiques s'accumulent dans les nouveaux tubercules. Les plants de pommes de terre sont soumis à une certification en plusieurs étapes, notamment des tests de détection de virus, de bactéries et d'infections fongiques. Les plantes mères sont cultivées dans des conditions isolées sous le contrôle des agences gouvernementales. Chaque lot contient des documents sur la santé et l'origine. Pour un rendement maximal, choisissez des variétés précoces et mi-précoces qui mûrissent en 70 à 90 jours. Yukon Gold, Red Pontiac et Kenbeck se comportent bien dans des conteneurs. Ils sont fiables, à haut rendement et se conservent bien après la récolte. Achetez des semences auprès de jardineries spécialisées ou de fournisseurs en ligne de confiance. 2,5 kg de graines rempliront 3 ou 4 paniers. Conservez les tubercules dans un endroit frais et sombre jusqu'à la plantation en évitant les températures inférieures à 4 degrés Celsius. Les recherches scientifiques du Rhode Island Institute prouvent que les substrats riches en compost augmentent la diversité microbienne, ce qui soutient directement la résilience des plantes et le cycle des nutriments. Les pommes de terre en conteneur ont besoin d'un environnement léger et bien drainé, complètement différent des sols de jardin lourds. Le mélange optimal est une part de tourbe ou de coco, une part de compost de qualité et une part de perlite. Cette combinaison assure la rétention d'humidité, la nutrition et l'aération de la zone racinaire. La perlite crée des poches d'air qui empêchent le poids de l'eau de compacter le substrat. L'acidité du sol doit être comprise entre 6 et 7 pH pour une absorption optimale des nutriments. Un environnement trop acide bloque l'absorption du calcium et du magnésium, tandis qu'un environnement alcalin interfère avec l'absorption du fer et du manganèse. La plupart des terreaux de qualité ont la bonne acidité pour commencer. La matière organique présente dans le substrat agit comme un engrais à libération lente et un améliorant de structure. Le compost libère progressivement de l'azote, du phosphore et du potassium tout au long de la saison, réduisant ainsi le besoin d'alimentation supplémentaire. Le biohumus des vers est particulièrement précieux en raison de la forte concentration de micro-éléments disponibles. Évitez les substrats contenant des engrais à libération lente, ajoutez si vous envisagez de contrôler vous-même la nutrition. Une concentration inconnue peut conduire à un excès d'azote qui stimule la croissance du feuillage au détriment de la formation des tubercules. Des recherches menées à l'Université de l'Idaho ont établi un principe essentiel. Un excès d'azote retarde la tubérisation, obligeant la plante à investir de l'énergie dans la masse foliaire plutôt que dans les réserves souterraines. Une bonne stratégie nutritionnelle nécessite une compréhension des phases de développement des pommes de terre et des besoins correspondant à chaque période. Au stade initial de croissance, les 30 premiers jours après la plantation, la plante a besoin d'azote modéré pour le développement du système racinaire et des premières pousses. Un excès pendant cette période crée des sommets puissants, mais des stolons faibles. Appliquez un engrais équilibré avec des proportions égales d'azote, de phosphore et de potassium. La phase active de tubérisation débute au bout de 40 à 50 jours et nécessite une diminution de l'azote tout en augmentant le phosphore et le potassium. Le phosphore stimule le développement du système racinaire et le transfert d'énergie vers les tubercules. Le potassium améliore la qualité des tubercules et leur durée de conservation. Le moment de l'application de l'engrais coïncide avec le butage. Chaque fois que vous ajoutez de la terre, mélangez 1/4 de tasse d'engrais organique avec le nouveau substrat. Cette méthode garantit une répartition uniforme des nutriments dans toute la zone racinaire sans risque de brûlure. La fertilisation liquide est efficace entre les butages si les plantes montrent des signes de famine, feuilles jaunies ou croissance lente.
Diluez l'engrais complexe selon les instructions et arrosez jusqu'à ce que le ruissellement apparaisse par les trous de drainage. L'arrosage du matin est préférable pour une meilleure absorption. 2 semaines avant la plantation prévue, retirez les tubercules de semences du stockage et inspectez soigneusement chacun d'entre eux. La taille idéale pour planter des plants entiers va de la taille d'un œuf de poule à une balle de tennis. Les spécimens plus gros doivent être coupés en morceaux, chacun devant contenir au moins 2 ou 3 œufs et peser au moins 50 grammes. La coupe des graines se fait avec un couteau tranchant et propre, en un seul mouvement assuré. Essuyez la lame avec de l'alcool entre les tubercules pour éviter la transmission d'éventuelles infections. Les morceaux trop petits ne contiennent pas suffisamment de nutriments pour permettre à la plante de bien démarrer. Le processus de guérison des coupures est absolument essentiel au succès. Placez les morceaux en une seule couche dans un endroit frais, sec et sombre avec une bonne circulation d'air pendant 24 à 48 heures. Pendant ce temps, les coupes sèchent et forment une croûte protectrice qui empêche la pénétration des bactéries et champignons putréfiants. Historiquement, les agriculteurs saupoudraient les boutures de cendres de bois pour une protection supplémentaire contre les infections. Les cendres contiennent du potassium et créent un environnement alcalin défavorable aux agents pathogènes. Une alternative moderne est le soufre en poudre ou les préparations fongicides spéciales pour les semences. Les tubercules germés avec des pousses d'1 à 2 cm de long permettent une germination plus rapide et plus conviviale. Si les pousses mesurent plus de 3 cm, retirez soigneusement toutes les pousses de chaque tubercule, sauf les 2 ou 3 plus fortes. Cela concentre l'énergie de la plante sur moins de pousses. La technique de pré-germination connue sous le nom de sheeting est utilisée par les jardiniers britanniques depuis le 19e siècle pour accélérer la saison de croissance dans les climats frais. Le processus active les yeux du tubercule avant la plantation, donnant à la plante une longueur d'avance de 2 à 3 semaines sur le matériel non germé. Placez les tubercules préparés en une seule couche dans des boîtes ou des plateaux peu profonds, les yeux vers le haut. Conditions idéales: température de 12 à 15 degrés Celsius, lumière diffuse et humidité de 60 à 70%. La lumière directe du soleil fait verdir les tubercules et produit de la solanine toxique. Après 7 à 10 jours, de fortes pousses vert foncé de 5 à 10 mm de long apparaissent. C'est le stade optimal pour la plantation. Des pousses faibles, pâles et allongées indiquent un manque de lumière ou une température de germination trop élevée. La répartition de l'énergie dans le tubercule suit le principe de dominance apicale. Les ocelles apicaux germent en premier et suppriment le développement des ocelles inférieures. Pour assurer une germination uniforme, retirez les pousses les plus fortes si elles sont 2 fois plus longues que les autres. Les tubercules germés nécessitent une manipulation prudente lors de la plantation. Les pousses fragiles se cassent facilement, obligeant la plante à gaspiller de l'énergie pour former de nouvelles pousses. Plantez ce matériau avec les pousses vers le haut, en le recouvrant soigneusement de terre, sans le compacter. Choisissez un emplacement permanent pour le panier avant de le remplir, car le récipient rempli pèse 60 à 80 kg et le déplacement devient difficile. La plante a besoin d'un minimum de 6 à 8 heures de soleil direct par jour pour une tubérisation maximale. Plus de lumière signifie plus de pommes de terre. Sur les balcons et les patios, choisissez un emplacement ensoleillé le matin et ombragé l'après-midi dans les climats chauds. Les pommes de terre tolèrent des températures élevées, mais produisent des tubercules plus efficacement dans des conditions modérées. Donnez accès à l'eau, car les conteneurs sèchent plus rapidement que les terrains découverts. Remplissez le fond du panier avec 10 à 15 cm de terreau et nivelez la surface. Espacez 3 à 4 morceaux de pommes de terre de semences uniformément sur la zone, en évitant l'encombrement au centre. Un espacement approprié donne à chaque plante de l'espace pour développer son système racinaire. Remplissez les tubercules avec encore 10 cm de substrat, créant ainsi une profondeur totale de plantation d'une quinzaine de centimètres. Plus profond, les graines peuvent ne pas germer, moins profond, les tubercules deviendront verts à cause de la lumière.
Compactez légèrement la surface avec votre paume, mais ne tassez pas trop fort. Arrosez abondamment la plantation jusqu'à ce que le drainage apparaisse par les trous de drainage. L'arrosage initial active la germination et élimine les poches d'air autour des graines. Notez la date de plantation et placez le panier à son emplacement définitif. Maintenant commence l'attente des premiers tournages. Les premières pousses vertes percent le sol 7 à 14 jours après la plantation, selon la température du substrat et la qualité des graines. Lorsque la température du sol est de 15 à 18 degrés Celsius, la germination se produit plus rapidement. À des températures plus basses, le processus ralentit, mais les plantes se développent plus fortement. Les semis initiaux apparaissent sous la forme de petits cônes verts traversant la surface du sol. Au cours des 3 à 5 premiers jours, elles se déploient en leurs premières vraies feuilles. C'est un moment critique où la plante passe de l'alimentation des réserves de tubercules à la photosynthèse indépendante. Une germination inégale est normale. Différentes parties de la graine peuvent germer en une semaine d'intervalle. Ne vous précipitez pas pour replanter ou ajouter de nouveaux tubercules si certaines parties ne germent pas immédiatement. Donnez-leur 7 à 10 jours supplémentaires pour germer. Au stade des premières pousses, les plantes sont particulièrement vulnérables à l'engorgement. Arrosez avec parcimonie seulement lorsque les 3 à 4 premiers pouces du sol deviennent secs. L'excès d'humidité pendant cette période provoque des infections fongiques qui peuvent détruire les jeunes plants. Surveillez la couleur du feuillage. Les plants sains ont une riche couleur verte. Les feuilles pâles et jaunâtres indiquent un manque de lumière ou de nutrition. La teinte violette des feuilles signale des températures froides et disparaît généralement à mesure que le temps se réchauffe. 2 à 3 semaines après la germination, commence la phase la plus importante. Le premier butage. Healing représente l'arme secrète de la méthode du panier et nécessite une compréhension précise des processus biologiques. Lorsque les plantes atteignent une hauteur de 15 à 20 cm au-dessus de la surface du sol, il est temps de procéder au premier butage. De nombreux jardiniers ratent ce moment critique et perdent la moitié de leur récolte potentielle. Ajoutez 10 à 15 cm de substrat frais, en recouvrant les tiges de manière à ce que seuls les 5 à 7 premiers centimètres du feuillage restent au-dessus de la surface. La procédure semble radicale. Vous enterrez littéralement la majeure partie de la plante. C'est cette cruauté apparente qui déclenche la formation de stolons supplémentaires. Les sections enfouies de la tige s'adaptent rapidement au nouvel environnement, développant des racines adventives et des stolons sur toute la longueur enfouie. Chaque stolon nouvellement formé devient le site de formation des tubercules. Le calcul est simple, plus de stolons équivaut à une croissance exponentielle des rendements. Le deuxième butage est effectué au bout de 2 à 3 semaines, lorsque les plantes atteignent à nouveau 15 à 20 cm de hauteur. Répétez la procédure en remplissant la plupart des nouvelles pousses et en ne laissant que les sommets. À chaque butage, le nombre de tubercules potentiels double. Les troisième et quatrième butages suivent le même schéma jusqu'à ce que le panier soit complètement rempli. Un panier standard de 50 à 60 cm de haut peut accueillir 3 à 4 cycles de butage. Chaque cycle manqué vous coûte 30 à 40% de la récolte finale. Ce n'est pas une exagération, mais un modèle mathématique de formation de stolons. À chaque butage, mélangez un quart de tasse d'engrais organique équilibré avec le substrat ajouté. Cette méthode assure la libération progressive des nutriments directement dans la zone de formation de nouveaux stolons et racines. 10-10-10 engrais granulaires sont idéaux à cet effet. Évitez de concentrer les engrais au même endroit. Répartissez-les uniformément sur tout le volume de sol ajouté. Les accumulations locales de nutriments provoquent des brûlures des racines et un développement inégal des plantes. Bien mélanger l'engrais avec le substrat avant de remplir. Les engrais azotés nécessitent des soins particuliers dans les dernières étapes de la saison de croissance. La recherche montre qu'un excès d'azote une fois la tubérisation commencée amène la plante à revenir à la croissance des feuilles au lieu d'accumuler de l'amidon dans les tubercules. Réduisez la proportion d'azote dans la fertilisation après le deuxième butage.
Les engrais organiques à libération lente sont préférables aux sels minéraux en culture en pot. Le compost, le lombricompost ou le fumier pourri libèrent progressivement les nutriments, réduisant ainsi les risques de surdosage et de brûlure. Ils améliorent également la structure du sol et sa capacité de rétention d'eau. La fertilisation potassique est particulièrement importante au stade de la formation des tubercules. Le potassium améliore la qualité des pommes de terre, augmente la teneur en amidon et prolonge la durée de conservation de la récolte. La cendre de bois constitue une excellente source de potassium si vous avez accès à des cendres de bois dures propres. La culture en conteneur nécessite une approche d'arrosage fondamentalement différente de celle des lits de sol. Le panier sèche 3 à 4 fois plus vite que le sol exposé en raison de l'évaporation à travers les murs et les trous de drainage. Par temps chaud ou par vent fort, un arrosage peut être nécessaire quotidiennement. Vérifiez le taux d'humidité en plongeant votre doigt de 5 cm dans le support. Si le sol est sec à cette profondeur, il est temps d'arroser. Un séchage superficiel n'est pas un indicateur fiable. Il peut rester suffisamment d'humidité à l'intérieur du panier pour les racines. La technique d'irrigation affecte le développement du système racinaire et l'uniformité de l'humidité. Arroser lentement, en petite quantité, permettant à l'eau de pénétrer dans le substrat. Un arrosage rapide avec un grand volume crée des canaux de drainage par lesquels l'eau s'échappe sans humidifier la majeure partie du sol. L'inconstance de l'humidité provoque des troubles physiologiques des tubercules. L'alternance de sécheresse et d'engorgement provoque des fissures, des creux et des déformations des pommes de terre. Les recherches menées dans les universités agricoles documentent un lien direct entre une humidité stable et la qualité des récoltes. Le paillage de la surface avec de la paille, de l'herbe coupée ou du compost réduit l'évaporation de 30 à 40%. Le paillis empêche également la formation de croûtes dans le sol et supprime la germination des mauvaises herbes. Une couche de paillis de 5 à 7 cm d'épaisseur est optimale dans la plupart des conditions. La culture en conteneur réduit considérablement les problèmes de ravageurs par rapport à la plantation en sol, mais ne les élimine pas complètement. Le doryphore de la pomme de terre reste la principale menace. Ce ravageur a développé une résistance à la plupart des insecticides et est capable de défolier complètement les plantes en quelques jours. Inspectez les plantes tous les 2 à 3 jours. En particulier, le dessous des feuilles, où les femelles pondent des couvées oranges. La collecte manuelle des adultes et la destruction des couvées restent la méthode de lutte la plus efficace à petite échelle. Noyez les coléoptères collectés dans de l'eau savonneuse ou du kérosène. Les pucerons apparaissent en colonies sur les jeunes pousses et sucent le jus de la plante. Un fort courant d'eau emporte la plupart des individus et des traitements répétés tous les 2 à 3 jours détruisent le cycle de reproduction. En cas d'infestation généralisée, appliquez du savon insecticide ou de l'huile de neem comme indiqué. Les maladies fongiques sont rares dans les contenants bien drainés, mais le mildiou peut attaquer les plantes par temps frais et humide. Des taches jaunes avec une couche blanche sur les feuilles sont le premier signe d'infection. Retirez immédiatement les parties affectées et traitez avec des préparations contenant du cuivre. La prévention des maladies consiste à arroser le matin pour sécher rapidement le feuillage, permettant la circulation de l'air autour des plantes et évitant de trop mouiller le substrat. La rotation des cultures dans des conteneurs est effectuée en remplaçant le mélange de sol ou en cultivant d'autres cultures la saison suivante. 60 jours après la plantation, vous pouvez commencer la récolte sélective des pommes de terre nouvelles sans perturber la croissance sous-jacente de la plante. Cette méthode, appelée vol de pommes de terre, permet d'obtenir des tubercules frais pendant que le reste de la récolte continue de se développer dans le panier. Trempez doucement votre main dans le sol depuis le bord du panier et recherchez de petits tubercules de la taille d'une noix. Pincez-les soigneusement, sans endommager les stolons ni perturber le système racinaire. Vous pouvez prélever 3 ou 4 pommes de terre nouvelles de chaque plante à la fois. Les pommes de terre nouvelles ont une peau fine et facile à peler et une pulpe tendre à haute teneur en sucre. Ces tubercules sont idéaux pour être bouillis entiers, frits ou cuits au four.
Ils ne peuvent pas être conservés pendant de longues périodes et doivent être utilisés dans la semaine suivant leur collecte. Après un épluchage sélectif, remplissez les trous avec du substrat frais et arrosez la plante. Le système racinaire récupère rapidement et l'élimination de plusieurs jeunes tubercules stimule la formation de nouveaux. Certains jardiniers pensent qu'un décortiquage précoce augmente la productivité globale de la plante. Ne vous laissez pas emporter par une récolte précoce. Ne prenez pas plus de 20% des tubercules visibles. La plante a besoin de la majeure partie des pommes de terre en développement pour maintenir son équilibre énergétique. Un pelage excessif affaiblit la plante et réduit le rendement final en tubercules matures. La floraison de la pomme de terre commence 60 à 70 jours après la plantation et signale la formation active de tubercules dans la partie souterraine de la plante. Les fleurs peuvent être blanches, roses, violettes ou lavandes selon les variétés, mais leur couleur n'affecte pas la qualité ou la quantité des tubercules. Fait amusant. Les fleurs ne sont pas nécessaires pour produire des pommes de terre. Les tubercules se développent indépendamment de la floraison et de la pollinisation, puisqu'ils représentent des tiges souterraines modifiées et non des fruits. Certaines variétés ne fleurissent pas du tout, mais produisent d'excellentes récoltes de tubercules. Supprimer les fleurs peut rediriger l'énergie de la plante vers la tubérisation, bien que les preuves scientifiques sur cette question soient contradictoires. Si vous décidez d'arracher les inflorescences, faites-le avec précaution sans endommager le feuillage. De nombreux producteurs expérimentés laissent les fleurs comme indicateur de la santé des plantes. La formation de fruits verts après la floraison est normale, mais ces baies sont toxiques et non comestibles. Ils contiennent de fortes concentrations de solanine, le même alcaloïde qui rend les tubercules verts toxiques. Retirez les fruits pour éviter leur consommation accidentelle par les enfants. Le pic de floraison coïncide avec le besoin maximal de la plante en eau et en nutriments. Surveillez particulièrement attentivement l'humidité du substrat pendant cette période. Le stress dû à la sécheresse pendant la floraison peut arrêter la tubérisation et réduire considérablement le rendement. Déterminer le moment optimal de la récolte est essentiel pour obtenir des pommes de terre ayant une durée de conservation et une valeur nutritionnelle maximale. Le premier signe de maturité est le jaunissement et la mort des feuilles inférieures qui commencent environ 80 à 90 jours après la plantation selon la variété. Lorsque 75% des sommets ont jauni et commencé à se flétrir, la plante transfère toute son énergie dans les tubercules, épaississant leur peau pour un stockage à long terme. Une récolte prématurée produit des pommes de terre à la peau fine, mal conservées et qui se froissent rapidement. La pleine maturité survient lorsque la partie aérienne de la plante meurt complètement. Les sommets brunissent, se dessèchent et se séparent facilement des tiges. À ce stade, les tubercules atteignent leur taille maximale, leur teneur en amidon et leur épaisseur de peau. Pour les pommes de terre conservées à long terme, attendez 2 semaines supplémentaires après que les fanes soient complètement mortes. Les tubercules restent en terre comme dans une cave naturelle, continuant à épaissir la peau. Le temps sec pendant cette période est idéal. Le temps pluvieux peut provoquer la pourriture. Test de maturité du pelage. Déterrez soigneusement un tubercule à essai et frottez la peau avec votre pouce. Les pommes de terre mûres ont une peau dense qui ne se décolle pas lorsqu'on les frotte. Si la peau se décolle facilement, donnez aux plantes 1 semaine supplémentaire pour mûrir complètement. Déterminer le moment optimal de la récolte est essentiel pour obtenir des pommes de terre ayant une durée de conservation et une valeur nutritionnelle maximale. Le premier signe de maturité est le jaunissement et la mort des feuilles inférieures, qui commencent environ 80 à 90 jours après la plantation, selon la variété. Lorsque 75% des sommets ont jauni et commencé à se flétrir, la plante transfère toute son énergie dans les tubercules, épaississant leur peau pour un stockage à long terme. Une récolte prématurée produit des pommes de terre à la peau fine, mal conservées et qui se froissent rapidement. La pleine maturité survient lorsque la partie aérienne de la plante meurt complètement. Les sommets brunissent, se dessèchent et se séparent facilement des tiges. À ce stade,
Les tubercules atteignent leur taille maximale, leur teneur en amidon et leur épaisseur de peau. Pour les pommes de terre conservées à long terme, attendez 2 semaines supplémentaires après que les fanes soient complètement mortes. Les tubercules restent en terre comme dans une cave naturelle, continuant à épaissir la peau. Le temps sec pendant cette période est idéal. Le temps pluvieux peut provoquer la pourriture. Test de maturité du pelage. Déterrez soigneusement un tubercule à essai et frottez la peau avec votre pouce. Les pommes de terre mûres ont une peau dense qui ne se décolle pas lorsqu'on les frotte. Si la peau se décolle facilement, donnez aux plantes 1 semaine supplémentaire pour mûrir complètement. Arrêtez d'arroser 1 semaine avant la récolte prévue pour permettre au substrat de sécher et de devenir friable plutôt que sale et collant. Un sol sec simplifie grandement la séparation des tubercules et réduit le risque de dommages mécaniques lors de l'extraction. Choisissez une journée ensoleillée sans précipitation pour le nettoyage. Retournez le panier sur la bâche ou directement sur l'herbe d'un seul mouvement décisif. Tout le contenu sera déversé, terre, racines et tubercules, répartis sur toute la hauteur de la colonne de substrat. Le spectacle est impressionnant. Au lieu de pommes de terre uniquement au fond, vous les retrouverez en couches sur toute la profondeur du panier. Démontez la masse de sol avec vos mains en retirant soigneusement les tubercules et en secouant la terre. N'utilisez pas d'outils, ils endommagent facilement la peau et créent des points d'entrée pour les infections. La terre sèche se sépare facilement des tubercules en la secouant légèrement ou en l'essuyant avec un chiffon. Triez les récoltes par taille et par qualité immédiatement après la récolte. Les gros tubercules en bon état sont utilisés pour un stockage à long terme, les tubercules moyens pour la consommation actuelle, les petits pour une utilisation rapide dans un délai d'1 mois. Mettre de côté les spécimens endommagés ou malades séparément pour une consommation immédiate. Le substrat utilisé peut être composté ou appliqué à d'autres cultures après ajout de compost frais. Rincez le panier, séchez-le et rangez-le jusqu'à la saison prochaine. Dans les climats chauds, vous pouvez immédiatement préparer de nouvelles plantations pour la récolte d'automne. Les pommes de terre fraîchement arrachées sont recouvertes de terre humide et nécessitent une préparation adéquate pour le stockage. Ne lavez jamais les tubercules avec de l'eau immédiatement après la récolte. L'humidité perturbe la couche protectrice du sol et crée des conditions propices au développement de bactéries putréfactives. Limitez-vous au nettoyage à sec avec une brosse douce ou un chiffon. Placez les tubercules en une seule couche dans un endroit ombragé et aéré pour les présécher pendant 2 à 3 heures. Le soleil direct provoque le verdissement et la formation de solanines toxiques. Utilisez donc un auvent ou des arbres d'ombrage. Une légère brise accélère l'évaporation de l'humidité de la surface. Une inspection minutieuse de chaque tubercule permet d'identifier les défauts cachés qui ne sont pas visibles dans le sol. Recherchez les points faibles, les fissures, les coupures ou les signes d'infestation parasitaire. Même des dommages mineurs peuvent entraîner des dommages à l'ensemble du lot s'il est stocké ensemble. Le premier tri par taille permet de mieux planifier l'utilisation de la culture. Les tubercules d'un diamètre de plus de 7 cm sont idéaux pour la cuisson. Les tubercules moyens de 4 à 7 cm sont universels pour faire bouillir et frire. Les petits de moins de 4 cm sont mieux utilisés entiers pour les pommes de terre nouvelles. Le deuxième tri par qualité détermine la durée de conservation. Les tubercules idéaux sans dommage peuvent être conservés pendant des mois. Utilisez d'abord les échantillons présentant des défauts mineurs, ceux endommagés immédiatement. Un tubercule gâté peut infecter des dizaines de tubercules sains en quelques semaines. Le séchage est une étape critique entre la récolte et le stockage à long terme que de nombreux jardiniers sautent, perdant la moitié de leur récolte au cours de l'hiver. Placez les tubercules triés en une seule couche dans un endroit frais et sombre avec une température de 15 à 18 degrés et une humidité de 85 à 95% pendant 10 à 14 jours. Un sous-sol, un garage ou une véranda offrent généralement des conditions appropriées.
Évitez les zones soumises à des fluctuations brusques de température ou à la lumière directe du soleil. Une bonne circulation de l'air évite l'accumulation d'humidité et le développement de moisissures à la surface des tubercules. Des changements physiologiques importants se produisent pendant le processus de durcissement. Les rayures et coupures mineures guérissent, la peau s'épaissit et devient plus résistante aux dommages mécaniques. Le taux d'humidité des tubercules est stabilisé, réduisant ainsi le risque de froissement pendant le stockage. Vérifiez les tubercules tous les 2 jours en supprimant ceux qui présentent des signes de pourriture ou de maladie. Une pomme de terre malade peut contaminer l'ensemble du lot par des spores fongiques ou des bactéries. Les tubercules affectés présentent des taches sombres et molles, une odeur désagréable ou une couche blanche de moisissure. Une fois le durcissement terminé, retirez soigneusement toute saleté sèche restante avec une brosse douce, mais ne lavez pas à l'eau. Les tubercules sont prêts à être stockés pour un stockage à long terme. Les pommes de terre correctement séchées restent commercialisables pendant 4 à 6 mois dans des conditions optimales. Les conditions idéales de stockage des pommes de terre nécessitent une température de 4 à 7 degrés Celsius dans l'obscurité totale, avec une humidité de 90 à 95%. Les caves traditionnelles d'Europe de l'Est ont créé un tel microclimat, permettant aux familles de conserver les pommes de terre jusqu'à la prochaine récolte sans perte de qualité. Les alternatives modernes incluent des sous-sols frais, des garages non chauffés ou même des réfrigérateurs pour de petites quantités. Évitez de stocker à proximité de pommes ou d'autres fruits. Ils libèrent de l'éthylène, ce qui stimule la germination des tubercules. Les légumes à l'oignon sont également indésirables en tant que voisins. Les conteneurs de stockage doivent permettre la circulation de l'air. Les boîtes en carton percé, les sacs en filet ou les caisses en bois sont idéales. Les sacs en plastique créent de la condensation et provoquent la pourriture. La couche de stockage ne doit pas dépasser 30 à 40 cm pour éviter toute pression sur les tubercules inférieurs. Des inspections mensuelles permettent d'identifier les problèmes à un stade précoce. Retirez immédiatement les tubercules germés, mous ou verts. Les petites pousses peuvent être cassées, mais les tubercules avec plusieurs pousses longues sont mieux utilisés pour la cuisson. Le régime de température est critique. En dessous de 4 degrés, l'amidon se transforme en sucre, rendant les pommes de terre sucrées. Au-dessus de 10, la germination active commence. Les fortes fluctuations de température provoquent une condensation d'humidité et créent des conditions propices au développement d'agents pathogènes. Les plantes hautes avec peu de tubercules indiquent un excès d'azote et un butage insuffisant. La plante dépense de l'énergie dans les sommités en croissance au lieu de constituer des réserves souterraines. Solution. Réduire les fertilisations azotées, augmenter la proportion de potassium et de phosphore et assurer un buttage en temps opportun toutes les 2 à 3 semaines. Les tubercules verts contiennent de la solanine toxique et sont impropres à la consommation. Le verdissement se produit lorsque les pommes de terre en développement sont exposées à la lumière. Raison. Buttage insuffisant ou niveau de terre trop bas dans le panier. Montez plus haut en vous assurant que tous les tubercules sont dans le noir. Les petits tubercules indiquent un stress pour la plante dû à un arrosage irrégulier ou à un manque de nutriments. Les pommes de terre ont besoin d'une humidité constante sans fluctuations brusques, allant de la sécheresse à l'engorgement. Utilisez du paillis pour stabiliser l'humidité et fertiliser à chaque butage. La pourriture des tubercules est causée par l'engorgement ou un mauvais drainage. Vérifiez les trous de drainage dans le panier. Ils doivent permettre à l'excès d'eau de s'écouler librement. Arrosez uniquement lorsque les 5 premiers centimètres du substrat sont secs. Par temps de pluie, déplacez les paniers à l'abri. Maximiser le rendement nécessite des semences de qualité, un emplacement ensoleillé, un butage opportun, un arrosage uniforme, une nutrition équilibrée et une saison de croissance complète. Chaque élément manqué réduit la productivité de 20 à 30%. Le respect de toutes les recommandations garantit une récolte de 8 à 15 kg par panier.
La méthode du panier à linge révolutionne la culture de pommes de terre à domicile, transformant un bac à 10 $ en un système de production alimentaire hautement productif. Vous avez appris la science de la formation des stolons, l'importance des semences certifiées, les multiples techniques de butage et toutes les nuances depuis la plantation jusqu'au stockage de la récolte finie. Clé du succès. Utilisez un terreau de qualité, ne sautez jamais le butage, maintenez une humidité uniforme, offrez aux plantes le plein soleil et laissez les tubercules mûrir complètement avant la récolte. Chacun de ces facteurs affecte le résultat final. 1 mètre carré de superficie peut produire 15 kg de pommes de terre, ce qui équivaut à 12 000 calories de nourriture. C'est une véritable sécurité alimentaire, réalisable sur le balcon d'un appartement en ville ou dans la cour d'une maison de campagne. La méthode s'étend d'un panier à des dizaines de conteneurs. Votre plan d'action. Achetez un panier cette semaine, commandez des semences certifiées en fonction des dates de plantation dans votre région, préparez un terreau et un engrais de qualité. Plantez en fonction du climat local, montez toutes les 2 à 3 semaines et récoltez après 90 jours. Il s'agit d'une technologie éprouvée permettant de produire de vrais aliments dans un minimum d'espace. Si je peux le faire, vous aussi. Partagez cette méthode avec ceux qui pourraient la trouver utile. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir de nouvelles techniques de culture pratique. Rendez-vous dans le prochain numéro. Cultivez intelligemment, cultivez abondamment et prenez le contrôle de votre alimentation.